Cher Gwenady Samoilovitch, les pages qui suivent et le mystère qu'elles explorent. L'un des plus coriaces du règne animal. Le prodigieux saut des grands cétacés. Vous, qui à peine poupon, mais déjà fils de révolutionnaire, bourriate, passâtes une année en prison, 73 ans avant de mourir d'une maladie nerveuse, sans être jamais sorti de ce vaste goulag qu'est la Russie moderne. Vous, le poète bâillonné, qui plus tard bondit dans la science-fiction comme un humaniste aux abois dans l'insupportable cosmos, vous-même, oui, vous décrivîtes un jour une baleine à l'agonie, sanglotant, dans un océan de deuil. Merci d'être venu pour cette première session du cycle autour des éditions alternatives, en présence, pour cette fois-ci, de François Grosseau du Chemin de Fer, de Nicolas Cavaillès, auteur au Sonneur, de Valérie Millet, éditrice du Sonneur, et de Benjamin Hegel, auteur au Chemin de Fer. Et Erwan Daoufar à la lecture. L'idée d'alternatif était pour marquer le fait qu'à l'origine, le fait d'être en dehors des règles habituelles soit volontaire ou subi, au final, ça devenait une forme d'identité, quelque chose qui marquait notre ADN et qui nous conduisait à avoir des choix éditoriaux, techniques, politiques, on peut dire, économiques ou artistiques assez particuliers, et qu'il y avait finalement au sein de ces éditeurs quelque chose qui ressemblait un peu à un mouvement artistique et culturel qui nous semblait donc intéressant de présenter à travers ces cycles. J'étais Trygve Cotard, l'original, la rumeur du village, celui qui terrorisait les enfants et sur qui l'on crachait le venin. Cracher? Après tout, si je peux servir. Mon foyer est un havre. Au centre règne la cheminée et lorsque je m'assois devant, sur le cuir chaud de mon fauteuil Wings, je suis roi. Je possédais aussi une table, 4 chaises, un lavabo et une batterie de casseroles et des poêles accrochés au mur. Un vaisselier contenait des ustensiles de cuisine, des couverts et 6 assiettes. Inutile. Une seule aurait suffi. Un escalier grimpait à la chambre, avec lit, commode, bougeoir, table de nuit, un miroir poussiéreux. Et lorsque j'ouvrais la fenêtre, la fabuleuse forêt. C'est un livre qui parle de l'animalité. Mon point de départ, c'était surtout un type un personnage un peu oisif, quoi, qui ne fait rien, qui vit et qui ne fait rien. Et du coup, ce truc-là de comment vivre en ne faisant rien, ça m'a rapproché de l'animal, quoi. En tout cas, oui, au Chemin de Fer, l'idée de départ était celle-ci, de réunir un auteur et un plasticien qui n'est pas un illustrateur, mais plutôt quelqu'un qui n'a pas la pratique de l'illustration, et sur un texte court pour deux raisons, qui étaient justement d'une part d'avoir un équilibre entre le texte et l'image, et d'autre part de promouvoir ce genre dont on dit qu'il est méconnu, qu'on ne l'aime pas, qui était la nouvelle, avec l'idée de proposer une seule nouvelle associée à un univers plastique, d'abord et avant tout pour montrer aussi que la nouvelle existait en soi et que le recueil n'était souvent qu'une contrainte éditoriale, puisque la plupart du temps on édite les nouvelles en recueil parce qu'on ne peut pas faire un livre avec une seule nouvelle. Que la nature les ait dotés de fanons ou de dents, qu'ils mesurent 3 ou 15 mètres, qu'ils pèsent 100 kilos comme certains dauphins ou 100 tonnes, comme la baleine du Groenland et le rorqual bleu, la grande majorité des cétacés sautent, de temps en temps, ou souvent, hors de l'eau. Ils projettent leur corps dans les airs, d'où ils retombent dans leur milieu naturel. Si l'on croit aisément comprendre les petits dauphins bondissant gaiement, le phénomène est autrement mystérieux chez les titans les plus puissants, par exemple le mégapède, également appelé baleine à bosse ou jubarte, long de 15 mètres et lourd de 30 tonnes, qui, lorsqu'il jaillit hors de l'eau, émerge sur le flanc, ses nageoires tendues le long de son corps, vrille dans les airs
et bascule sur le dos dans un gigantesque éclaboussement. Sa vitesse, lorsqu'il s'élève et déchire la surface, atteint les 30 km/h, et le saut est rarement unique, l'animal pouvant en enchaîner une vingtaine durant un quart d'heure ou plus. Toutes les eaux sont couleur de noyade, qui est dans les syllogiques de l'amertume. Donc, peut-être par là, il y aurait un lien avec Surin, effectivement. Et ça veut dire que les baleines sautent pour s'enfuir d'un océan d'amertume? Eh bien, peut-être. En partant de l'idée que les baleines sont quand même des mammifères au départ, un mammifère terrestre qui, on ne sait pas trop pourquoi, et peut-être qu'elles le regrettent, ont fini par descendre dans l'eau. On peut imaginer qu'elles ne sont peut-être pas complètement satisfaites de leur sort. On est dans beaucoup de choses en même temps. Alors, quand on a reçu le premier texte de Nicolas, je dis de Monsieur Le Gars, il n'y a pas eu un moment d'hésitation. C'est pas moi qui l'ai lu en premier, c'est Sandrine, qui travaille au Sonneur, et qui m'a dit il faut que tu lises ça extrêmement rapidement. Donc le manuscrit de Nicolas est passé au-dessus de la pile, très rapidement, et il n'y a eu aucun moment d'hésitation sur la nécessité et le désir. Je reviens à ce mot, je suis désolée, mais je crois que c'est quand même ce qui fait qu'on continue, mais de publier ce texte. C'est rare. C'est très rare d'avoir cette espèce d'évidence immédiate. Merci à tous. Et donc, je vais vous faire un petit générique. Erwan Daoufar à la lecture, François Rousseau, Nicolas Cavaillès, Valérie Millet, Benjamin Engel, Arthur à la régie, Thibaut Marchini aux mises en lecture, Lucie Descombes à l'accueil, Marc à la buvette et Victor à la librairie. Merci à tous. Jean-Luc Descano.